Eh bien, bonsoir. Merci à ceux qui sont restés. Les meilleurs sont restés, je pense. Écoutez, il est particulièrement intéressant de parler maintenant de l'implication de l'URSS dans les luttes anticoloniales. Je félicite les organisateurs pour l'ordre des tables rondes. Après cette passionnante table ronde sur la répression des mouvements d'affirmation nationale. Puisque donc pendant que le régime soviétique réprimait dans son ère impériale ces mouvements d'affirmation, le Comintern développait à l'extérieur un discours anticolonialiste, axe d'une politique de soutien au mouvement de libération asiatique, africain ou sud-américain dont nous allons parler maintenant. Mais il est peut-être intéressant de noter que ce double standard, le mot est faible, se retrouve aujourd'hui dans la propagande du régime de Poutine d'une manière au moins aussi spectaculaire, tandis que la guerre impériale se déchaîne en Ukraine. De l'autre côté, des opérations de déstabilisation massive dans plusieurs pays d'Afrique, présentées comme une aide apportée au peuple africain pour se libérer du joug occidental supposé, en s'inscrivant explicitement dans la continuité de la politique soviétique. Poutine joue sur ce double langage de manière constante, sans chercher, et c'est peut-être une différence avec l'Union soviétique, à faire illusion sur le cynisme de la démarche. On peut noter par exemple que la structure mercenaire qui doit en Afrique remplacer aujourd'hui la milice Wagner on vient de l'apprendre, c'est une information qui a quelques jours, l'Africa Corps. Ce qui, vous l'aurez noté, ne renvoie pas particulièrement aux luttes anticoloniales. Mais quoi qu'il en soit, cette analogie mérite d'être explorée. Poutine lui-même nous y invite, je le disais, en faisant régulièrement référence en tant qu'historien en chef, comme le disait Nicolas Werth, à la dimension supposément anticoloniale du passé soviétique. Je remercie donc très vivement nos trois invités, d'appliquer ici, face à ces manipulations, une des leçons fondamentales de Mémorial, à savoir le travail patient, obstiné, rigoureux de l'histoire comme réponse à la propagande. Donc merci beaucoup d'avance pour vos interventions, merci surtout d'être là. Je vous présente en deux mots, dans l'ordre de vos passages, Céline Maranger, vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire à Paris. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine, de la Russie, du Bélarus également. Vous parlerez donc de l'action anticoloniale du Comintern, dont j'ai esquissé deux mots. À l'autre bout, Natalia Telepneva, vous êtes à l'université de Warwick. Non, vous n'y êtes plus. Ah, il y a une erreur dans le programme, pardon. Vous êtes dans une autre université, je suis trop loin pour arriver à lire. Pardonnez-moi, vous nous le direz. Vos recherches portent en particulier sur les socialismes africains, précisément, et sur leur relation avec l'URSS. Enfin, vous prendrez la parole en dernier, Elisabeth Banks. Vous êtes bien aujourd'hui à l'Institut universitaire européen de Florence. Bonne nouvelle. Vous êtes une spécialiste des relations internationales de l'URSS et vous aussi en particulier en Afrique. Vous aurez l'occasion de nous en parler. Mais donc Céline, vous avez le terrible honneur d'ouvrir la séance. Merci beaucoup. Donc il me revient de parler de l'action anticoloniale du Comintern en Asie dans l'entre-deux-guerres et de la réactivation du discours anti-impérialiste par la Russie aujourd'hui. Deux thèmes qui, à première vue, de prime abord, peuvent paraître assez éloignés. Donc peut-être pour commencer, posons les termes de la discussion et les raisons de ce rapprochement. Les dirigeants russes mènent une guerre d'agression et de conquête en Ukraine qui, par sa brutalité et par son argumentaire, rappelle les guerres coloniales du XIXe siècle. Et en parallèle, ils accusent les pays occidentaux de néocolonialisme en Afrique.
Et donc cette accusation, elle n'est pas apparue immédiatement au début de l'invasion, elle est apparue quelques mois plus tard, à l'été 2022, lorsqu'ils se sont aperçus que le narratif consistant à accuser les pays occidentaux de soutenir le nazisme ne prenait pas. Donc accuser son adversaire de ses propres méfaits, inverser les responsabilités, c'est un procédé assez éprouvé, assez courant pour qui veut diluer ou dissimuler sa propre faute. Mais force est de constater que ce discours porte et que la supercherie fonctionne assez bien dans de nombreux pays. Alors, comment expliquer que ce discours rencontre un tel écho ? Je pense qu'on peut attribuer ce succès à la sophistication des méthodes russes de désinformation et à l'efficacité des relais d'influence russes, notamment en Afrique, qui s'appuyaient jusqu'à très récemment sur les instruments mis en place par la galaxie média patriote de Prigojine. Mais il y a une autre raison, plus sentimentale, plus vivace, plus subjective. C'est, je crois, le souvenir très présent dans ces pays de l'aide précoce et massive que l'Union soviétique a apportée à la lutte contre le colonialisme et pour l'indépendance nationale. Et je crois que par le choix des mots, Moscou convoque aujourd'hui le souvenir de cet héritage soviétique pour se présenter en gardien de l'anti-impérialisme. Et donc, je voudrais revenir sur l'histoire de l'anticolonialisme soviétique, sur ses finalités et ses ambiguïtés, à travers l'exemple de l'action anticoloniale du Comintern dans l'entre-deux-guerres, et notamment en Indochine et un petit peu en Algérie. Alors, les bolcheviks russes ont très tôt en fait réfléchi aux questions nationales et coloniales. Selon une formule restée célèbre, Lénine a comparé l'Empire russe à une prison des peuples. Et c'est vrai que la révolution de février 17 abolit les privilèges dont jouissaient les Russes ethniques et les orthodoxes au sein de l'Empire. Un décret établit l'égalité juridique des citoyens et interdit les discriminations fondées sur la religion ou la nationalité tout de suite après l'abdication du tsar. Mais à la suite de la prise de pouvoir des bolcheviks en octobre, ces derniers vont aller beaucoup plus loin en fait. D'un côté, ils s'attachent à combattre l'esprit grand-russien et à promouvoir des élites nationales pour en faire leur soutien au début des années 20. Et de l'autre, ils vont jouer un rôle pionnier et moteur dans la lutte contre le colonialisme dans le monde, à la fois par conviction idéologique, mais aussi par calcul politique. Au départ, en fait, ils comptent sur une extension rapide de la révolution en Europe occidentale, notamment en Allemagne, qui est sortie exsangue de la Première Guerre mondiale. Mais cet espoir s'éteint assez rapidement, dès janvier 1919. Et Lénine imagine alors un nouveau modèle d'exportation de la révolution, non plus à l'ouest, mais à l'est. Et il considère que les pays coloniaux et, comme on dit à l'époque, semi-colonisés, en particulier en Orient, c'est-à-dire en Asie, constituent le maillon faible des puissances impériales occidentales et qu'il faut donc viser ces pays pour renverser le système capitaliste. Et dès mars 1919, le Comintern est fondé à Moscou avec pour objectif de propager la révolution bolchevique dans le monde et de créer un mouvement communiste mondial dont les bolcheviks russes auraient le contrôle exclusif. Alors, pour être admis au sein du Comintern, les partis socialistes qui veulent adhérer doivent souscrire à 21 conditions. Donc, la sélection, elle s'opère par la soumission, ce qui permet d'emblée d'exclure les plus modérés et d'imposer une ligne idéologique assez dure. La 8e des 21 conditions commandait, je cite, je cite, de dévoiler impitoyablement les prouesses de ces impérialistes aux colonies, de soutenir non en parole mais en fait tout mouvement d'émancipation dans les colonies,
d'exiger l'expulsion des colonies des impérialistes de la métropole et d'entretenir parmi les troupes de la métropole une agitation continue contre toute oppression des peuples coloniaux. À une époque où la colonisation était en France un fait social accepté, y compris, et je dirais même surtout, dans les milieux socialistes et républicains, à une époque où les élites politiques croyaient au bien fondé de l'entreprise coloniale et au mythe de la colonisation émancipatrice, cette exigence était proprement révolutionnaire. Elle n'a pas forcément été bien comprise ni même connue tout au début, mais pour les premiers militants issus des colonies qui, dépourvus de tout, cherchaient les moyens de combattre la domination coloniale, cette proposition bolchevique, elle est apparue comme une opportunité d'action unique et inattendue. Et en découvrant les thèses de Lénine sur les questions nationales et coloniales dans l'humanité en juillet 1920, Ho Chi Minh a été saisi d'une vive émotion. On a des témoignages à ce sujet. Alors, à l'époque, il ne s'appelait pas encore Ho à la volonté éclairée, ni même Nguyen Ai Quoc, ce qui signifie Nguyen épris de sa patrie. Mais il vivait à Paris vraiment de rien, on peut dire, et il fréquentait les cercles socialistes. Et tout d'un coup, si vous voulez, cette radicalité bolchevique a fait irruption dans son imaginaire et elle a ouvert le champ des possibles. Et dès le congrès de Tours, qui est donc le congrès fondateur du Parti communiste français, en décembre 1920, Ho Chi Minh se rallie à Moscou, car comme il l'explique à la tribune, il y voit la promesse formelle de donner aux questions coloniales toute l'importance qu'elles méritent. Et ensuite, il va se jeter vraiment à corps perdu dans l'action. Il rédige le procès de la colonisation française. Il développe dans le sillage du Parti communiste français des activités éditoriales autour d'un journal, le Paria, pour informer sur les injustices du système colonial. De leur côté, les dirigeants du Comintern à Moscou, qui sont issus de toute l'Europe et pour certains aussi d'Asie, imposent véritablement aux partis communistes occidentaux de mener des activités anticoloniales, souvent à leur corps défendant. Ils exigeaient notamment qu'ils mettent en place des structures chargées d'attirer et d'organiser de jeunes révolutionnaires issus des colonies. Alors en France, ces militants venus des Antilles, d'Indochine, du Maghreb, sont assez vite déçus en fait. Ils trouvent les camarades français, comme ils les appellent, trop lents, trop mous, trop obtus. Certains écrivent des lettres de dénonciation au Comintern ils s'érigent en fait contre leur inaction, contre leurs préjugés racistes. Pour certains, ils exigent des mesures de rétorsion. Mais quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la demande de Moscou, certains jeunes responsables du Parti communiste français vont bien mener une action anticoloniale, s'attaquant dès le milieu des années 20 au statut de l'indigénat en Algérie, plaidant même un peu plus tard en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Mais très vite, eux-mêmes se heurtent en fait à leur hiérarchie et aux militants français issus de l'Empire, notamment en Algérie. Donc, pour résumer, dans l'entre-deux-guerres, l'action anticoloniale du Parti communiste français, pour prendre cet exemple, a été menée sur ordre de Moscou et sur l'insistance de camarades coloniaux, comme on les appelait dans les milieux communistes. Et je crois que les archives du Comintern conservées au Rgaspi à Moscou le montrent parfaitement. Le fonds 517 sur le PCF contient des dizaines de dossiers de plusieurs centaines de pages chacun sur les questions coloniales. Parmi les militants issus des colonies, les plus téméraires ont fait le voyage à Moscou, soit depuis la France, soit depuis même l'Indochine pour certains. On leur apprenait dans les deux écoles du Comintern à devenir des révolutionnaires professionnels, c'est-à-dire à acquérir les méthodes bolcheviques de subversion,
de conspiration et de propagande. Et en tout, plusieurs dizaines de Vietnamiens ont reçu cet endoctrinement. D'autres, plus nombreux, ont suivi aussi des formations en Chine. Et de retour en Indochine, les camarades mousquetaires, comme pour reprendre l'expression qui était utilisée là pour le coup dans les rapports de la sûreté, c'est-à-dire de la police politique française, ces camarades mousquetaires étaient bien sûr pourchassés par les autorités. Beaucoup sont morts en prison et dans les bagnes coloniaux. Certains sont aussi morts au goulag en Russie. Mais plusieurs ont joué un rôle majeur dans la diffusion du communisme et plus tard dans la prise de pouvoir du Viet Minh qui a donné lieu à la proclamation par Ho Chi Minh de la réunification et de l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945, qui est jusqu'à aujourd'hui la fête nationale vietnamienne. Donc à travers l'exemple du Vietnam, brossé là à très grands traits, on perçoit bien l'empreinte que le soutien précoce de Moscou a pu laisser dans l'histoire officielle et dans la mémoire collective d'anciens pays colonisés. Et on comprend aussi que ce passé puisse constituer un ressort de l'influence russe. Cela dit, et c'est le contrepoint à ce que je viens de dire, à bien y regarder, l'engagement anticolonial de l'Union soviétique n'a pas toujours été résolu, loin s'en faut. Il n'a pas non plus toujours été mu par l'idéologie. En réalité, l'opportunisme politique a toujours été très important. Et c'est ce que je voudrais expliquer à présent. La ligne politique du Comintern a tantôt été radicale, tantôt conciliatrice. La politique d'alliance avec les mouvements dits nationalistes et bourgeois a souvent évolué. Et ces changements qui étaient imposés d'en haut répondaient en fait aux besoins de l'Union soviétique sans considération du contexte local ni des intérêts des communistes sur place. Et il suffit de rappeler quelques grandes étapes de ces changements pour saisir cet opportunisme à la limite du cynisme, en particulier si on se souvient de l'ampleur des répressions nationales qui se déroulent exactement au même moment en Union soviétique. Alors, rapidement, au début des années 20, l'alliance avec les partis nationalistes, elle est recherchée dans les pays coloniaux à condition de les noyauter. En 1928, après l'écrasement de la révolution chinoise par le Kuomintang et la fin du bras de fer entre Staline et Trotsky, le Comintern opte pour une politique de confrontation avec les nationalistes et de prolétarisation, c'est le terme, des partis. Cette décision, si on prend l'exemple du Vietnam, pour y revenir, elle a des implications immédiates en Indochine. Pour ne donner qu'un exemple, très parlant à mon avis, quand Ho Chi Minh réussit de haute lutte à unifier les trois groupuscules communistes afin de fonder le Parti communiste vietnamien en février 1930, le Comintern lui reproche vertement d'avoir choisi le Vietnam et non l'Indochine comme horizon de lutte. Et le parti est rebaptisé sur ordre de Moscou en octobre de la même année par de jeunes retours de Russie qui avaient été vraiment là pour le coup stalinisés. De même, en 1935, nouveau tournant à 180 degrés, la ligne ultra-gauche qui avait été choisie en 1928 est abandonnée au profit d'une ligne antifasciste et l'heure est à la mise en place en fait de fronts populaires avec les socialistes contre la menace nazie et japonaise. En 1939, nouveau revirement inopiné après la signature du pacte germano-soviétique. Les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui et la priorité revient au combat anti-impérialiste contre les puissances impériales occidentales. Ça va encore une fois avoir des conséquences tout à fait dramatiques au Vietnam, puisque ça va entraîner des soulèvements assez mal préparés en 1940 qui vont conduire à la décapitation du Parti communiste en Cochinchine dans le sud. Donc presque à chaque fois, ces changements sont imposés par et à Moscou en fonction des intérêts de l'Union soviétique tels que Staline se les représente sur le moment. Donc dès l'origine, on voit bien que le messianisme révolutionnaire s'est inscrit
dans des stratégies de puissance et d'influence propres à l'Union soviétique. Donc pour finir, revenons au point de départ de la réflexion, l'usage du passé à des fins politiques. Les dirigeants russes affirment aujourd'hui que la Russie aurait pour mission d'être à l'avant-garde de la lutte contre l'impérialisme. Dans les médias officiels et jusqu'au sommet de l'État, 2 accusations récurrentes sont portées à l'encontre des pays occidentaux. Celle de vouloir restaurer ou perpétuer des schémas de domination et d'exploitation qui ont existé dans le passé, et celle de vouloir asseoir une hégémonie politique et culturelle en exerçant une influence sur les affaires du monde et en imposant des évolutions sociétales à des pays considérés comme plus conservateurs, notamment en Afrique. Je laisse le soin à chacun de se faire sa propre opinion en jugeant des actes des pays occidentaux en Afrique et de la Russie dans l'espace post-soviétique et en Afrique subsaharienne. Je crois que ce discours est une façon de redonner à la Russie une mission pour le monde, ce qui est considéré comme un attribut de la puissance à Moscou et comme un signe infaillible, d'une certaine manière, de supériorité. Je voudrais insister en conclusion sur un point qui me paraît préoccupant. Que cherchent en réalité les dirigeants russes quand ils dénoncent l'impérialisme des valeurs occidentales ? À mon sens, ça n'est pas seulement une façon de défendre des valeurs dites traditionnelles. C'est surtout un moyen de saper l'ordre international libéral en contestant l'universalité des principes qui fondent cet ordre international. L'ordre international, il repose depuis 1945, notamment sur le principe d'égalité souveraine des États. Inscrit à l'article 2 de la Charte des Nations Unies, ce principe postule que tous les États jouissent d'une pleine égalité juridique, sans considération de taille, de puissance, de richesse ou d'ancienneté. Et la reconnaissance de ce principe d'égalité souveraine des États implique de respecter l'intégrité territoriale et le droit de tout pays à choisir son régime politique et son système d'alliance. Autant de droits qui sont déniés à l'Ukraine par le Kremlin depuis 2014 et même avant. Et à lire le dernier concept de politique étrangère russe qui a été adopté en mars de cette année, en mars 2023, on comprend que Moscou plaide désormais pour un ordre international alternatif, multipolaire, s'ordonnançant autour, je cite, d'États-civilisations. Ces États-civilisations seraient autoproclamés et cette approche revient ni plus ni moins à contester la souveraineté des États et à établir d'une certaine manière une hiérarchie des cultures. Donc sur ce motif, l'État russe s'adjugerait des prérogatives sur tous les peuples appartenant selon lui de près ou de loin au monde russe tel qu'il se le représente. Et cette notion de monde russe, qui est à la fois englobante et surplombante, conduit in fine à affirmer et à imposer une nouvelle identité impériale. Voilà, je vous remercie. Merci vraiment beaucoup pour cet exposé lumineux. Simplement une curiosité, rapidement. Les militants anticoloniaux des années 20, Ho Chi Minh, vivant ce choc dont vous avez très bien parlé, quelle conscience ont-ils, quelles informations ont-ils de ce qui se passe à ce moment-là en Russie et autour, quant à la politique bolchevique de réponse à l'affirmation nationale en Ukraine, en Géorgie, en Arménie, au moment où la guerre civile tourne en guerre de reconquête des parties du monde russe, de l'empire, de l'ex-empire russe, pardon.
pense que c'est une époque, d'autres l'ont mieux décrit que moi, mais c'est l'époque de la grande lueur à l'Est et il y a beaucoup de mythes Les autour de lueurs aveugles, oui. voilà. Il y a vraiment, je pense, une certaine, d'abord une forme de méconnaissance, j'imagine, hein, de ce qu'est à l'époque, surtout pour des personnes comme Ho Chi Minh qui arrivent, d'Indochine, qui ont voyagé et qui se sont installées à Paris. Il y a une forme, je pense, de méconnaissance sur ce qu'est l'Empire russe et l'Union soviétique et cet appel d'air, en fait, cet espoir que représente la possibilité d'avoir des moyens, en fait, pour mener la lutte anticoloniale avec d'autres moyens. Euh, Après, dans les années qui ont suivi, et puis Oui. au début de la Révolution, il y a aussi cette promesse de libérer, en fait. Oui, mais enfin, qui est interrompu assez vite en Ukraine, par exemple, dès 18. Oui, c'est vrai, mais qui en même temps est porté, c'est-à-dire qu'ils ont aussi eu, ils ont reconquis l'Ukraine, la Géorgie très rapidement, mais en même temps, ils ont eu une politique de promotion et de discrimination positive qui a duré assez longuement, en fait, dans les années 20. Oui, Et les deux ont coexisté. Mais l'enjeu pour Ho Chi Minh et d'autres anticoloniaux était le droit à la souveraineté, ce qui en revanche n'était pas reconnu quand bien même il y avait de l'affirmation culturelle en Ukraine, par exemple. Mais je pense qu'ils étaient surtout focalisés sur en tout cas, si on parle des militants coloniaux qui gravitaient autour du Parti communiste au tout début des années 20, leur principal objectif, c'était surtout d'attirer l'attention sur la situation dans les colonies françaises. Et je crois qu'il y avait ce déficit d'information sur ce qui se passait en Union soviétique. Oui, et peut-être qu'il n'était pas nécessaire de s'informer alors qu'il y avait un autre but. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui seraient à suivre dans votre intervention, qui est très riche sur ce qui se passe en ce moment même avec l'Africa Corps, pour résumer la situation.